Bonsoir Dominique Youngblood. Bonsoir. Je suis très heureuse de te recevoir dans l'émission Étincelle sur Radio Anguin. Tous les auditeurs et les aficionados sont au rendez-vous pour cette soirée tout à fait exceptionnelle où tu vas tout nous dire sur finalement les pyramides de Bosnie, les pyramides de Monte Vecchio. Tu as des tas de projets, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais quel est le personnage? Qui es-tu, Dominique? Vas-y, présente-toi. Eh bien, je pense que je suis simplement quelqu'un qui vit au quotidien ce que beaucoup de gens aimeraient vivre et qu'ils voient généralement qu'au cinéma. Maintenant, il faut savoir qu'au cinéma, on exagère beaucoup de choses, parce que si on devait faire la moitié des choses que font les aventuriers du cinéma, ou on serait mort, ou on serait tétraplégique. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on vit une vie très intéressante et que c'est une vie que j'ai démarrée en 1985. Oui. Lorsque j'ai décidé tout simplement de combler mes temps morts de chef d'entreprise par des aventures autour du globe. Et puis c'est un virus qui m'a pris, je dirais... Très jeune, puisqu'à 17 ans déjà, tu as pris ta moto, tu as fait le tour d'Europe. Ah oui, non mais ça c'était un coup de folie avec 3 copains. Effectivement, on a fait le tour d'Europe jusqu'en Norvège. Oui. La folie, c'est ton quotidien finalement. Je sais pas, parce que ce qui est de la folie pour le commun des mortels est pour nous le quotidien. Maintenant, c'est vrai que nous vivons des fois des choses un petit peu tendues, des fois des choses merveilleuses, exceptionnelles, et que nous avons l'avantage par rapport à beaucoup de gens d'aller dans des endroits inexplorés, exceptionnels, avec des vues en cinémascope. Vous rencontrez des gens hors normes? Les gens hors normes, si on veut dire que la norme c'est monsieur tout le monde, forcément on est tous hors normes. En fait, on est à peu près 200 dans le monde à être hors normes comme ça et à exercer tous les jours une activité de chasseur de trésors, une activité de prospecteur, puisqu'il y a aussi beaucoup d'activités de prospect là-dedans. On prospect dans la recherche de gisements miniers, de gisements gaziers. Ah oui, pour les grands groupes, des groupes GDF. Comme Total, BP, non, GDF non, mais on peut être amené à travailler pour des gens comme, je sais plus comment s'appelle cette société du nucléaire là, Areva, oui. Par exemple pour les recherches uranium ou les choses comme ça. Voilà, c'est vrai que dans notre milieu, nous sommes des prospecteurs. Nous sommes un peu comme les chercheurs des mines d'or de l'Ouest. Nous sommes souvent embauchés par des grands groupes comme ça pour pouvoir retrouver ou agrandir leur territoire, notamment quand c'est des problèmes de gaz, de pétrole, ou quand c'est des problèmes de ressources naturelles aussi, puisque on peut être appelé pour, par exemple, retrouver un cours d'eau souterrain et trouver des résurgences, notamment dans des pays en grande difficulté d'eau. Tous les pays de l'Afrique saharienne. Donc il y a une portée aussi un petit peu humaine. Ah, mais il y a toujours une portée humaine. Nous avons une implication forcément sur tout ce qui se passe dans l'humanité, puisque les personnes que nous sommes, quand on ne va pas chercher l'histoire des civilisations, à travers le soutien qu'on apporte aux expéditions archéologiques, on intervient directement dans la reconstitution des réserves énergétiques, naturelles, voire alimentaires de la planète. Puisque quand les réserves s'épuisent quelque part, c'est nous qu'on appelle pour dire, dites, vous pourriez pas aller me chercher tel ou tel produit, tel ou tel minerai. Donc un poste très important. Quand tu dis que tu as démarré, tu étais chef d'entreprise, qu'est-ce que tu faisais à la base? J'étais ce qu'on appelle au Canada un homme d'affaires, c'est-à-dire que je n'avais pas de société particulière, j'ai travaillé Tu brassais les affaires? Je créais des affaires, je les développais, puis je les revendais. L'objectif pour moi étant de créer des affaires à ce qu'on appelle à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire dont les marges étaient exponentielles et qui me permettaient, grâce à ces liquidités, de financer mes expéditions. Donc j'ai travaillé dans le domaine du nettoyage industriel, mais spécifiquement sur des marchés comme les banques, les grandes compagnies d'assurance informatique, etc. Bref, je nettoyais du propre. Et c'était moins salissant, c'était beaucoup plus rentable. Et c'était pas du blanchiment d'argent. Et c'était pas du blanchiment d'argent non plus. D'accord. Mais j'ai travaillé dans le domaine des produits jetables, j'ai travaillé dans le domaine de l'édition. C'est d'ailleurs... Pour ça que tu as créé Terre d'Aventure? Non, Terre d'Aventure est un département de Nord-Sud Institut, ça n'a rien à voir. Donc tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà, mais par contre, j'ai été actionnaire d'une société d'édition, Édition J, qui se trouvait d'ailleurs dans la région, puisque son siège était à Argenteuil. D'accord. Donc, à l'époque, mais on parle des années 90. J'ai travaillé aussi dans le domaine du jeu vidéo, en créant une société qui s'appelait Quasar Interactive, qui a d'ailleurs bossé avec le groupe Apple. Ça a pu dégager une grosse marge, là. Ça va. On va pas dire qu'on se plaignait, mais simplement une vie un peu trop réglée, mal assez.
Et j'ai décidé, en tombant sur un livre tout à fait par hasard d'Ignatius Donnelly qui s'appelait Atlantis, the Antediluvian World, le monde antédiluvien, écrit en 1882 par un sénateur américain devenu vice-président des États-Unis, et donc qui m'a beaucoup intrigué puisqu'il faisait une sorte de récapitulatif des choses inexpliquées sur cette planète et tentait une première explication sur l'histoire des civilisations, en allant bien au-delà, bien entendu, de la barrière, le véritable mur de Berlin de l'archéologie qu'est la civilisation de Sumer. Oui. Donc en fait on entrait dans l'avant-déluge, l'antédiluvien. Donc à partir de là ça m'a intéressé, et puis en fait de vacances en vacances, de temps libre en temps libre de plus en plus large, j'ai décidé de me séparer de mes entreprises et de me consacrer exclusivement à cette activité. Que tu as jumelé finalement avec les prospections, ou c'est venu au fur et à mesure? Non, je suis devenu ensuite, je dirais, de simple globe-trotteur très intéressé par l'histoire de l'humanité. Je suis très rapidement devenu chasseur de trésors, puis ensuite prospecteur. Et alors comment tu es devenu chasseur de trésors? En fréquentant des chasseurs de trésors, forcément. Voilà, que tu as rencontré dans tes expéditions. Non, dans mes voyages. Au départ, mes voyages, c'était des voyages, c'était pas des expéditions. Mais vous savez, on est dans un univers où il y a beaucoup de gens particuliers et où on se retrouve un peu, je le dis souvent avec beaucoup d'affection, dans un univers très proche de celui du pirate, des frères de la côte. D'ailleurs, tu as coécrit avec Éric Surcouf, qui est descendant de pirate. Non, pas de pirate, de corsaire. Tu lui dis ça, un corsaire travaillait pour le roi, un pirate travaillait pour lui-même. Non, mais c'était quand même pas n'importe qui, puisque c'est l'arrière-petit-neveu à la 4e génération de Robert Surcouf, le célèbre corsaire malouin. Et en fait, c'est non seulement son portrait craché, mais sur le plan physique comme sur le plan mental. Ah, c'est rigolo. C'est une véritable réincarnation de Surcouf avec tout le flamboyant du personnage, qui d'ailleurs est en pleine expédition en ce moment dans les Bahamas. Donc, j'ai vécu comme ça cette initiation qui a duré des années, ça m'a permis de rencontrer des personnages très intéressants. Comme Robert Marx, le roi des chasseurs après Mel Fisher, de très très gros trésors. Est-ce que tu as découvert des trésors en dehors de celui dont nous allons parler là? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat et le plus loin possible du centre des impôts. Non, disons en fait, effectivement, on a chassé beaucoup de trésors. On n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé des fois on les a trouvés, on a mis la main dessus, mais ils étaient inatteignables. Quand c'était des trésors engloutis, ils étaient hors d'atteinte même de la technologie aujourd'hui. Même encore maintenant, même à l'heure actuelle. Ah, même à l'heure actuelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour les trésors terrestres, il y en a encore qui sont en chasse et sur lesquels on n'a pas complètement mis la main. Ceci dit, ça nous est arrivé comme tout un chacun, surtout à l'étranger. Je dis ça pour les impôts français, donc surtout à l'étranger, on a trouvé des trésors effectivement qui ont permis de financer toutes sortes d'activités et des fois même de conserver des objets de ces trésors, mais on n'en a pas fait les gorges sautes, on se balade pas avec des yachts, on roule pas en Mercedes flambante neuve. C'est pas le genre de la famille, de la maison. Le goût d'avoir trouvé justement des trésors ne vous donnerait pas simplement de le garder comme un butin et vous rappeler ces beaux souvenirs plutôt que de les vendre de manière mercantile? Est-ce que c'est pas le goût du trophée aussi? Ah non, on a une autre vision du trésor. Que ce soit Eric, Hervé ou moi, ou Philippe Esnos, enfin tous les copains de ce milieu, on a une autre vision, on est plus dans la sauvegarde du patrimoine, c'est vrai. On essaie de le sauvegarder au plus possible. Par contre, on essaye éventuellement de monnayer nos services parce qu'il est évident que quand on s'est levé l'âme et surtout le portefeuille pour trouver un trésor, on aimerait bien avoir un minimum d'indemnisation. Alors ici en France, ils n'ont pas encore compris que c'est plus intéressant de nous indemniser. Ah, on sent une pointe de reproche. Oui, tout à fait. Je dirais simplement que l'État devrait peut-être faire un petit comeback sur son histoire et se rendre compte que la majorité des découvertes qui ont été faites dans ce pays ou ailleurs par des Français, là, ont été faites par des gens qui n'étaient pas archéologues. Et que donc, c'est souvent des privés ou des mercenaires ou des chasseurs, pilleurs, comme ils nous appellent. Voilà, donc tu te mets dans cette catégorie-là.
Je me mets pas dans cette catégorie-là. Moi, j'ai toujours dit que les chasseurs de trésors n'en étaient pas. C'était des chercheurs de trésors, plus que des chasseurs de trésors. Qui sont motivés. Qu'on n'a rien à voir avec de la piraterie. Oui. Et que la plupart du temps, quand on en trouve effectivement, qu'on propose les pièces à qui cela reviendrait de droit de par la nature, si on trouve des pièces Inca, ça me paraît évident qu'il faut aller les présenter au Pérou plutôt que de les présenter ailleurs. Ok, on va repartir là-dessus. On fait juste une petite pause musicale. Merci. Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Réécoutez l'interview de notre invité sur angélique.fr et sur idfm98.fr. On en était sur le constat des chasseurs de trésors. Vous êtes bien sûr Étincelle, Radio Anguin, idfm98.fr pour nous laisser vos messages live. Dominique Youngblood qui est avec nous. C'est un enregistrement, mais vous pouvez toujours poser les questions sur Facebook et il se fera un plaisir de vous répondre. La page Facebook de Dominique, c'est... Donc c'est pas difficile, il suffit d'aller dessus. Il y a plusieurs pages en fait, mais c'est celle-là qui serait intéressante. Et comme je t'ai fait la proposition que je te confirme à l'antenne, toutes les personnes peuvent aller poser leurs questions sur ta page Facebook ou la page de la radio comme ils veulent. Et comme je ne serai pas là puisque c'est un enregistrement, Absolument. J'en profiterai par contre pour répondre en temps réel le soir même aux questions qui seront posées. Eh bien, merci pour eux. Donc vous vous connectez. Oui, l'aventurier depuis 1985. Alors, le déclic, c'était quoi? Le déclic au départ, c'était un livre. Ensuite, je me suis intéressé à ce livre et à l'histoire que racontait ce livre. Et j'ai décidé ensuite de parcourir la planète. Donc je suis devenu un globe-trotter, sac à dos, toutes les vacances, tout le temps. Puis j'ai rencontré des aventuriers qui m'ont donné l'envie de continuer. Et plus j'avais envie de continuer, moins j'avais envie de diriger mes boîtes. Donc je me suis débarrassé de tout ça. Je me suis créé une gentille petite rente. Et j'ai décidé de jouer l'aventurier à temps plein. Donc, tu sillonnes le monde. Je pense que tu as, j'allais dire, des idées quand même très précises de ce que tu veux. Tu as... Ah, au départ, non. Quand j'étais jeune, pas du tout. C'était dans tous les... J'ai démarré, j'avais 25 ans. Donc, je veux dire, au départ, j'étais tous azimuts. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de bourlinguer, comme on dit. Donc... j'étais complètement dans la trame d'une série télévisée que les gens qui n'ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui s'appelait Globetrotter, avec Yves Régnier et Édouard Mix. Ouais. J'étais dans cet esprit-là, et comme eux d'ailleurs, je vivais des galères sans nom, que quand on va à l'aventure, on rencontre toute une série de problèmes et on se forge sur le tas. Et un petit MacGyver quelque part. Ah, avant de devenir MacGyver, on devient déjà un roi de la débrouille, parce qu'il faut s'en sortir. Des fois, on fréquente des pays, on dit ce qu'il faut pas, on fait ce qu'il faut pas. On en paye les conséquences, bien évidemment. Tout le temps. Et puis, de temps en temps, quand on commence à rencontrer de grands aventuriers, ils vous apprennent à vivre, à savoir qu'ils vous apprennent qu'il ne faut pas promettre sans tenir, qu'il ne faut pas s'engager sans pouvoir. Et en général, la sanction, c'est quelques dents. D'accord. Voilà. Ok. Bon, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, je leur conseille d'abord de trouver un excellent dentiste sponsor. C'est ce que j'allais dire. Tu as une actualité qui est extrêmement chargée, récente et d'ailleurs à venir. Oui, non, mais l'actualité autant passée, présente et à venir est extrêmement chargée. Elle est très lourde. D'abord parce que j'ai 6 expéditions en 2014, donc je vais être overbooké au niveau expédition. Toutes sont d'un niveau de plus en plus élevé, elles montent crescendo. Et l'été dernier, j'ai repris mon cheval de bataille que j'avais lâché en 2007, tout simplement parce que je m'étais arrêté quelque temps pour écrire un livre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Civilisation antédiluvienne. Qui est sorti en 2008 ? Non, en 2007, qui est sorti en 2007 sur... Ah oui, en 2008, c'est ta rencontre avec Semir Osmanagic, le découvreur des pyramides de Bosnie. Mais en 2007, j'ai sorti un livre qui était le résumé d'un tour du monde de 2003-2006 de tous les objets inexpliqués sur cette planète. Et quand je dis un tour du monde, c'est un tour du monde, c'est 79 pays. Et ce livre, j'ai dû le promouvoir, donc pendant cette époque-là, je n'ai pas bougé. Beaucoup de gens ont cru que je me mettais à la retraite puisque je ne repartais plus à l'assaut. Et entre-temps, la crise économique est arrivée, et comme elle était mondiale,
Mes sponsors ont connu ce qu'on appelle la mort subite. Donc certains, ou la fin du portefeuille, tous avaient un portefeuille baptisé Titanic. Oui. Donc au bout du compte, je suis passé de... Bout, hein. Je suis, non, même plus un bout d'ailleurs, hein, parce que je suis passé de très vite de beaucoup à rien. Donc je me suis retrouvé dans une situation très sympathique. Tu penses que c'est dû à la crise ou tu penses qu'à un moment donné tu es tombé en disgrâce ou parce que tu t'étais arrêté? Pas du tout. Mais il faut savoir que l'exploration coûte extrêmement cher. Oui. Pour vous donner une petite idée, être explorateur coûte plus cher que de financer Sébastien Loeb. Donc c'est très très cher. Une expédition coûte très cher. La petite balade qu'on a faite là a coûté en tout et pour tout, entre les personnes qui sont venues, qui ont financé leur voyage. Et puis le matériel. Le matériel. Oui. On ne compte pas parce que ce coup-ci, on nous a donné le matériel, on a eu de la chance d'avoir des sponsors. Mais la facture a été, si on avait dû payer la facture, elle aurait été sévère. Et ce qu'a payé Nord-Sud, c'est une opération qui a coûté environ 30 000 € pour 8 jours. Énorme. Donc, je veux dire, et une expédition moyenne coûte 250 à 300 000 €. L'expédition, par exemple, que je suis en train de préparer avec le groupe Bombardier pour tester leurs machines au pôle Nord, c'est une opération dont la facture peut monter, je ne dis pas qu'elle va monter jusque-là, je dis qu'elle peut monter jusqu'à 4 millions de dollars. Énorme. Donc c'est quand même pas rien. Quoi. Donc c'est au pôle Nord. Ce sera au pôle Nord, oui. Et ça a lieu à quel moment? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais ça devrait avoir lieu, je pense, en février. Si, bien entendu, j'arrive à boucler mon emploi du temps sur Booké, parce que j'ai un roadbook à remettre à la compagnie. Et un roadbook, c'est en fait le carnet de route de l'expédition, mais qui, en même temps, chiffre tout, donne tous les éléments. Qu'est-ce qu'on va y faire? Combien ça va coûter? Qui seront les personnes qui seront dedans? Qui seront les sponsors? Voilà. Et cette expédition s'appelle Hyperborea, d'ailleurs. Parce qu'il faut bien préciser que tu es quelqu'un de très carré, de très rationnel, qui ne s'avance pas pour donner un avis sans référence scientifique. 12 ans plus tard, je suis devenu quelqu'un de très rationnel. Voilà. L'expérience t'a servi de leçon. L'expérience, on va dire que mes censeurs avaient des arguments percutants. Okay, donc ça au début, vous êtes un petit con, et après, vous devenez un vieux con. Oui. Ouais, mais là, on a 55 ans. Ça vaut mieux entre les deux, vous arrivez quand même à être quelqu'un d'à peu près potable, puisque vous savez que si vous allez dire une connerie, ça va faire mal. Oui. Physiquement et à tout point de vue. Donc ça a l'air très dangereux quand même. Non, c'est pas dangereux, mais disons que les gens là-dedans ont un sens aigu de la tolérance zéro. Donc ils sont très susceptibles. Non, pas susceptibles, très carrés. Très carrés. C'est-à-dire que dans le monde de l'aventure, contrairement à tous les autres univers du travail, de la vie, c'est un univers dans lequel on n'a pas droit à l'erreur. Si tu t'engages, tu dois t'y tenir. L'aventurier, c'est quelqu'un tout simplement de très carré, parce qu'il est obligé de l'être. Il est autodiscipliné, parce que la discipline, c'est la survie. Exactement. Dans une expédition, et particulièrement quand elle se situe sous-marinement ou en montagne, comme dans l'Himalaya, une personne fait une connerie, c'est toute l'expédition qui trinque. Absolument. Et selon la gravité de la connerie, pour une connerie mineure, t'as tout le monde qui meurt. Ouf. Alors c'est pas pareil. Un crochet pour une cordée. Disons que là-dedans, le problème c'est que dans l'aventure, tu n'as pas de blessé. Tu sors indemne ou tu es mort. Donc le problème, c'est qu'il faut éviter la deuxième option. La nuit, les étincelles ont trouvé leur radio. IDFM, c'est ce soir avec Angélique au 01 34 12 12 22 et par internet idfm98.fr. Alors, on va repartir sur ton expédition. Alors, expédition EPR. Oui, European Pyramid Research. Ok. Alors, tu as commencé ton périple du 29 juillet au 31 juillet. Donc, tu es parti 3 jours en fait. Ça, c'était en Italie. Poursuivi du 1er au 5 août en Bosnie. À Visoko. Donc, le premier, c'est donc Montevecchia. Oui, Montevecchia se trouve en fait à 30 km au nord-est de Milan. C'est un petit village. En fait, Montevecchia, c'est pas là vraiment que se trouvent les pyramides. Les pyramides, elles se trouvent dans un hameau encore plus petit qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Perego. En fait, de pyramides, ce que j'y ai vu, c'est des collines qui ont été plus ou moins terrassées par les viticulteurs. J'ai pas vu la moindre construction antique là-dessus. Que ce soit les marches d'escalier, que ce soit les niveaux, il y avait pas de niveau qui était calé à l'horizontale, il n'y avait pas de renfort
construits sur ces pyramides pour les maintenir. Le tablier et le support de l'autel de la pyramide numéro 1, le tablier doit dater du 19e à Touberzingue. Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'appellation de pyramide, ou c'est pas plutôt un talus ou... Non, pour moi au départ c'est ce qu'on appelle sur Internet un fake, c'est-à-dire quelque chose de faux. Un fake, c'est une escroquerie. C'est de faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Alors le découvreur de cet endroit. Enfin, le découvreur de cet endroit, on le dit. Je m'excuse Vincenzo, mais tu vas prendre une gifle. C'est l'aventure, mon ami. Okay. Donc, en fait, ça aurait... Ça va lui coûter une dent, ça, attention. Non, je vais peut-être, hein, mais ce ne sera pas moi qui vais lui filer le coup de poing. Mais ça aurait été découvert. Moi, je mets des conditionnels parce que sur Internet, on trouve tellement de choses que je n'ai pas envie d'accuser à tort des personnages que je respecte par ailleurs. Mais Vincenzo Di Gregorio est en fait un architecte italien qui, faisant visiblement des mesures géodésiques de type géomètre, peut-être pour faire des aménagements ou des dessins de plans pour le cadastre de Montevecchia et alentour, a remarqué des formes pyramidales à travers des photographies aériennes qui ont été prises par un ballon captif. Et de là est venue cette nouvelle qui a enflé. Il s'est emballé. Lui, pas vraiment. Lui, il s'est pas emballé. Par les événements. À lui complètement, mais c'est pas lui qui s'est emballé. C'est un rédacteur de magazine tchèque, le magazine VM, pour ne pas le citer, qui a décidé d'aller voir ces pyramides et qui a très très vite tiré toute une série de conclusions. Ce qui m'a beaucoup passionné, c'est que les personnes qui sont allées là-bas n'avaient pas les compétences pour pouvoir juger si oui ou non c'était antique ou pas, construit ou pas, enfin. T'as dû être agacé quand même, parce que toi t'as mis sur pied une opération, une expédition qui coûte quand même assez cher. Non, parce que on est parti, je l'avais dit à Bob dans la radio. Bob vous dit toute la vérité, où tu passes de temps en temps. De temps en temps, voilà. J'avais dit à Bob, puisqu'on dit toute la vérité, moi je vais dire toute la vérité. Donc s'il y a quelque chose, je dirai qu'il y a quelque chose, mais s'il n'y a rien, je ne vais pas dire qu'il y a quelque chose, puisqu'il n'y a rien. Donc pour toi, c'est quoi? C'est du flan? C'est du bidon? Plus que non, c'est même pas... Non, le flan, ça me ramène trop à... Enfin, tu vois qui? Rien. Non, ne diront rien. Donc, mais enfin, voilà, non. Oui, effectivement, c'est un fake absolu. Une fois qu'on est sur place... Et même quand on creuse, on peut chercher. Par exemple, à un moment donné, on nous parle d'un monolithe couché en haut de la pyramide numéro 2. Et alors? C'est un effleurement de roche. Si on s'amuse à prendre la pioche, on va creuser longtemps avant de voir le bout du monolithe, pour la bonne raison que c'est la roche même de la colline, quoi. Okay. Donc c'est un faux monolithe, bien entendu. Mais ça fait partie des milliers de trucs qu'on a pu constater, dans lequel d'ailleurs... Pour te donner une idée tout à fait clairvoyante de la situation. C'est le cas de le dire. Rien qu'en arrivant aux pyramides, quand on a parlé avec les habitants des pyramides, la première chose qui s'est passée, c'est un immense sourire compatissant, celui qu'on donne, comme on dit dans le Midi d'où je viens, à l'Ouravi, le bonnet. Oui, au Fada aussi. Non, l'Ouravi, le bonnet, il est gentil, c'est un brave garçon. On s'est fait regarder comme des gentils garçons. D'accord. Et on n'a pas de suite compris. Ceci dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de business autour de ces pyramides. Oui, parce qu'ils auraient pu... monter des boutiques, je sais pas, moi, vendre... rien. D'ailleurs, c'était tellement rien qu'il n'y avait même pas de panneau pour annoncer les pyramides. Donc, on ne pouvait pas les trouver. Il a fallu qu'on fasse pratiquement une recherche géodésique pour arriver à mettre la main sur ces pyramides. Excellent. En utilisant les gens, on se croyait en plein désert, là. Il fallait appeler le guide du coin pour trouver... Même pas vénal, quoi. Mais c'est même pas vénal parce que dans le mot vénal, il y a à vendre. Et vendre quoi, puisqu'il n'y a rien. Absolument. Donc, Montevecchia a été un problème qui a été réglé très vite. 3 jours. En plus, les photos satellites que j'ai commandées pour avoir, et pas sur Google, elles datent de perpète, que j'ai commandées pour avoir une vision des pyramides, m'a prouvé entre autres que par exemple le fameux alignement qu'auraient ces pyramides sur le baudrier d'Orion comparable au plateau de Gizeh est complètement fumiste et que la photographie qui circule sur le net aujourd'hui est un faux manifeste. Donc je veux dire, c'est clair. À côté de ça, ces pyramides n'en sont pas parce que les inclinaisons sont, pour certaines, d'abord sont irrégulières. Il n'y a pas une seule de ces pyramides qui a la même inclinaison sur leur pan. Aucune n'ont 4 pans. Ouais. Il y en a une qui pourrait ressembler à une pyramide à 4 pans, mais le problème c'est qu'une pyramide, c'est 4 pans qui se rejoignent en un point qui est le sommet qu'on appelle l'apex. Oui. Et là, cet apex, c'est une ligne droite qui doit bien faire 50 mètres de long. Ah, non, donc ça fait pas vraiment pyramide, appelez ça un parallélépipède, appelez ça ce que vous voulez, un volume.
Et puis, mais n'appelez pas ça une pyramide. L'angle n'est pas. En plus, les angles. Des pyramides. Ah non, mais d'abord, l'angle de 51 degrés 52 secondes. 51 minutes, je veux dire, 51 degrés 52 minutes, n'existe pas. N'existe nulle part sur aucune de ces pyramides. Mais encore, on peut admettre, les pyramides mayas n'ont pas une inclinaison qui est calée sur celle de Khéops, et pourtant ce sont des pyramides. Mais simplement, une chose est très claire. D'abord, elles ont 3 pans, elles n'en ont pas 4. Deuxièmement, il n'y a pas un pan qui a le même angle. Et quant à la pyramide numéro 2, son angle sur l'une des faces n'a pas plus de 10 degrés, puisqu'en fait, c'est le prolongement de la colline. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est simplement du terrassement pour la végétation, pour les cultures? Ah non. Le problème est extrêmement simple. Résumons la chose. Montevecchia, c'est 3 collines qui ont été terraformées par les viticulteurs et agriculteurs du coin à un moment qu'on n'a pas pu encore situer, mais à mon avis, ça date pas quand même de plusieurs siècles. C'est pas très vieux. Voilà, et tout simplement, effectivement, elles donnent l'illusion de pyramide lorsqu'on est à distance, mais lorsqu'on y va tout à côté, en fait, elles n'ont rien de pyramide. Bon, pas trop déçu? Non, pas quand on dit la vérité. On a réglé un problème. Comme me disaient certains fans qui m'écrivent, si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Bon. C'est-à-dire, en fait, les gens vont arrêter de fouiller, de chercher, de dépenser de l'argent pour rien, puisqu'il n'y a rien à trouver là-bas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'antiquité, il n'y a rien à trouver sur place. Alors voilà, l'affaire de Montevecchia est donc réglée pour moi. Voilà, pour toi. Et ça nous permet de nous diriger vers l'autre expédition que tu as faite, qui là a l'air quand même de déboucher sur quelque chose de complètement différent. Tu es parti du 1er au 5 août, une petite semaine qui a changé le cours des choses. C'est-à-dire que déjà, quand on est parti de Montevecchia, on était quand même assez remonté d'être tombé sur un fake magistral. Et il est vrai qu'avec tout ce qui s'écrivait sur les pyramides de Bosnie, on s'est dit, il y a de fortes chances qu'on tombe sur la même chose. Et finalement, on s'est payé un voyage grand luxe pour voir rien. Donc... J'espère qu'il faisait beau au moins. Ah, pour faire beau, il faisait même carrément tropical. Là-bas, on a carbonisé sur place. Mais on est même monté jusqu'à 45 degrés, et en Europe centrale, 45 degrés en climat continental, c'est très sympathique comme ambiance. Bien sûr. Ce qui s'est passé là-bas a été très différent des pyramides de Montevecchia. Oui. Alors, pourquoi ? Tout simplement d'abord parce que, effectivement, la vallée des pyramides de Bosnie-Herzégovine, à Visoko, donc à environ 30 km au nord de Sarajevo, la capitale, contient des monuments et n'en contient pas. Il y a effectivement du vrai et du faux qui se mélangent là-dedans. Donc moi, j'ai cherché à démonter, c'est mon boulot aussi, ce qui n'était pas cohérent au point de vue... Je veux dire, on va pas appeler une bagnole quelque chose qui n'en est pas une, et donc on va pas appeler une pyramide quelque chose qui n'en est pas une. Absolument. Toutefois, alors que j'ai trouvé des choses qui me laissent assez sceptique, pour ne pas dire que je serais même tenté de rejeter, j'ai été convaincu par la démonstration de Semir Osmanagić, et surtout par les rapports qu'il a eu la générosité de me transmettre, car il faut reconnaître une chose, la fondation des pyramides de Bosnie et Semir Osmanagić ont été d'une transparence absolue. J'ai rarement vu des collaborateurs, des collègues de travail, et un chercheur comme lui, ouvrir autant ses livres et dire « Demande-moi ce que tu veux, tu auras ce que tu veux toutes les informations, il n'y a rien de classé. » Donc c'est la passion finalement qui le mène. Déjà, il y avait un point commun entre nous, c'est qu'on avait fait connaissance en 2008 par l'intermédiaire d'Internet, par l'intermédiaire de correspondances qu'on s'envoyait. On se connaissait déjà, mais on ne s'était jamais vu visuellement, physiquement. On s'est rencontrés en fait cette fois-là, et bon, il faut comprendre que pour des passionnés d'un même univers, ça a été la franche accolade, et on a été extrêmement heureux de se rencontrer, enfin. Et j'ai quand même eu aussi, je pense, beaucoup d'ouverture de sa part, parce que on était amis, et qu'il a décidé que je devais tout voir et tout savoir. Donc, j'ai pu pénétrer dans le Saint des Saints, rencontrer Tim Moon, qui est le directeur de l'archéologie sur place, un gars extrêmement compétent, néo-zélandais, qui habite maintenant Visoko depuis un certain temps, et qui dirige et encadre tous les volontaires qui, chaque année, font le déblaiement de... Parce qu'il y en a beaucoup. La moyenne, c'est 500 volontaires par été, mais c'est monté à 2000. Ah bah, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a plein de films qui courent sur le net. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent voir de leurs yeux vus tous ces monuments, donc ils viennent
s'embarquer dans cette aventure. Et d'ailleurs, Nord-Sud Institut, la fondation que j'ai créée, moi que j'ai fondée en 2010, a signé un accord de jumelage avec la Fondation des Pyramides de Bosnie et nous allons canaliser tous les volontaires qui veulent aller là-bas faire des fouilles. Pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est surtout pour arriver à canaliser tout le monde et que tout le monde puisse ne parte pas à leurs frais parce qu'évidemment en voyageant seul, ils vont payer plein tarif pour tout, y compris l'avion, oui. Et qu'à travers nous, ils vont obtenir évidemment des remises de prix très importantes, des accords avec les hôtels, etc., qui vont permettre que ça coûte beaucoup moins cher et que ça soit plus voyage organisé que à la bonne franquette, parce que évidemment c'est pas évident non plus et tout le monde n'est pas très riche. Il y a des gens. Tu as des voyages qui sont pour 960 €, j'ai vu ça sur ton hors taxe, site. Hors taxe, oui, 960 € hors taxe. Ça c'est pour faire du tourisme, mais qui comprend absolument tout. C'est-à-dire la fondation gère l'hôtel, le petit déjeuner, le repas, les guides, le billet d'avion aller-retour, tout est pris en main, quoi. Je veux dire, les gens se laissent porter. Et même en plus, beaucoup de candidats. Il y a déjà pratiquement 4 voyages qui sont en train de se finaliser là. Et par contre, les gens me demandent tous un truc de fou, c'est que je sois le guide. Bah oui. Donc je leur ai expliqué que j'ai pas que ça à foutre. Mais ça n'a aucun intérêt si c'est mais pas là. En même temps, non mais Semir est très bien. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de parler anglais ou de traduire de l'anglais. Oui. Mais Semir est un excellent professeur sur place en ce qui concerne la description de la vallée des pyramides qu'il connaît sur le bout des doigts. Et il a un avantage par rapport à moi. Il a un ventre plat parce qu'à force, comme il me disait avec beaucoup de rigolade, de monter et de descendre les pyramides, il risque pas d'attraper du ventre. Donc ça c'est clair, il tient la ligne et c'est pas pour rien parce qu'on n'a jamais que 2 ans de différence tous les deux. D'accord. Donc et lui plus jeune que moi. Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Angélique sur IDFM. 01 34 12 12 22. Alors, tu disais que tu avais fait 4 découvertes dans ces pyramides, et notamment une... Enfin, pas dans les pyramides, dans la vallée des pyramides. Dans la vallée des pyramides. Vous avez fait 4 découvertes. Oui. Tu as donc, Semir t'a montré un certain nombre de choses, et tu as attiré son attention sur des points bien précis que tu avais déterminés. Et que lui-même n'avait pas vu. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler, nous les développer ? En fait, il y a 4 points importants. On va les prendre un peu dans l'ordre, je pense, qui t'intéresse plus particulièrement. Absolument. Donc on va commencer d'abord par les fameux tunnels de Ravenay. Oui. Alors les tunnels de Ravenay, c'est en fait une découverte qui a été faite extraordinaire, qui sont en fait des tunnels qui relient apparemment l'ensemble des monuments les uns aux autres. Oui. On a pu le voir par radar de sol. Donc il y a un réseau de galeries souterraines. Oui, mais qui actuellement sont comblés. Il s'agit donc de les décombler. Oui. D'excaver en fait. Ce réseau qui est très important, qui doit faire à peu près 6 km² et 12 km de couloirs, réunit un certain nombre de pyramides, dont la pyramide du Soleil, dont les géoradars ont pu détecter qu'il y avait des salles souterraines à l'intérieur de cette pyramide. Mais qui ne sont pas accessibles. Pour l'instant non, puisque soit on arrive à trouver une faille dans les pyramides et on y accède à travers ces failles, soit on se transforme en tunnel sous la Manche et on met les volontaires à creuser un tunnel longitudinal de plus d'100 de mètres pour atteindre la salle principale, soit on continue sans démolir le monument et on attaque l'excavation de l'ensemble des tunnels de Ravenay, sachant qu'au bout du tunnel, nous aurons l'entrée de la pyramide principale. Donc je pense que la réponse, elle est trouvée là. Voilà. Maintenant, par contre, ça ne va pas se faire en 2 mois, ni même en 2 ans, parce que la civilisation qui a rebouché les tunnels de Ravenay en voulait probablement à la première, et particulièrement parce qu'elle a méticuleusement comblé, compacté de la Terre dans chaque tunnel jusqu'à les faire disparaître. Donc tu parles déjà de 2 civilisations. Donc civilisation, ça dure quand même plutôt longtemps. Tu parles de 4 civilisations. Oui. Est-ce que tu veux... Mais il y a les deux plus récentes, on n'en parle pas, puisque je dirais le dilemme qui s'est posé sur place concerne surtout 2 civilisations, celle qui a bâti ces monuments et celle qui a voulu les faire disparaître, en gros. On va dire que ce qu'ont fait la deuxième revient à dire que ce que sont en train de faire les Chinois, c'est exactement la même chose, en recouvrant leur pyramide d'arbres. À mon avis, la pyramide du Soleil était une pyramide qu'on a voulu recouvrir pour la faire disparaître purement et simplement. Et par contre, ils y sont allés de main morte, parce que... Ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ne sont pas allés de main morte dans les tunnels,
puisque c'est quand même 12 km qu'ils ont comblé minutieusement. Ils ont même créé des murs à l'intérieur pour s'assurer qu'une fois comblé, on puisse d'abord démonter le mur avant de pouvoir décombler. Donc, je veux dire, ils ont créé un maximum d'obstacles. Donc, pour l'instant, il y a combien de... 750 mètres de déblayés et 750 mètres depuis 2007. Ouh là là, donc un temps énorme pour... il faudra plusieurs dizaines d'années avant que... Je suis même pas sûr que ces miroirs on soit encore vivants quand le tunnel Ravenay sera totalement dégagé. Il faut l'espérer quand même. On a quand même déjà une chose qui est bien, c'est qu'on a une cartographie. Donc on a déjà une idée du tunnel intégral, puisqu'on en a une cartographie rayon X. Oui. Mais par contre... on peut pas les visiter puisqu'il y a encore, on peut visiter 750 mètres sur la totalité du réseau. Alors comment tu t'es senti toi quand tu es arrivé ? C'est d'abord ce qu'il faut expliquer, c'est d'abord plusieurs choses m'ont frappé. La première chose que juste, tu as gardé tes dents, j'espère. Oui. Ok. Mais j'ai bien failli les perdre aussi parce que c'est assez, mais sous un autre angle, on va dire plus spirituel. J'ai constaté quelque chose que n'avait pas constaté Sémir, c'est qu'il y a des tunnels qui sont... donc les tunnels se présentent un petit peu comme des portes romanes, hein. Oui. C'est-à-dire on a des arrondis. Des arrondis. Le diamètre de ces arrondis varie et la hauteur de la porte romane varie. Et quand je dis varie, c'est qu'il y a des tunnels qui font 50 cm de haut. On ne peut pas passer alors. Sauf à ramper. Oui. Et d'autres qui font plus de 4 mètres de hauteur et dans lesquels on est presque dans une cathédrale. Donc, Sémir n'avait pas d'explication logique jusqu'à ce que moi, personnellement, ayant dans une autre vie quelques connaissances en architecture, j'ai réalisé que les tunnels de Ravenay étaient en fait une architecture pensée, réfléchie, que ce n'était pas un hasard. Si à 3 mètres vous aviez un petit machin de 50 cm de haut, à 3 mètres plus loin vous en aviez un d'1,20 m et après vous aviez un de 4 mètres, puis ça retombait à 2 mètres, puis ça remontait à 2 mètres, à 2 mètres 50, 3 mètres, puis ça redescendait à 1 mètre 50. Tout ça est un système extrêmement pensé de contrôle du courant d'air. Voilà, c'est ce que je pensais, oui, aussi. De contrôle atmosphérique, oui, qui permet à l'air de l'extérieur d'être pulsé jusqu'à l'intérieur de ces tunnels sans faire appel à la moindre mécanique de ventilation. C'est énorme. Et donc on respire très bien. Oui, mais ça ne devrait pas être logique. Je veux dire, à 750 mètres de distance de l'entrée, à plus de 35 mètres de profondeur, vous devriez avoir un échauffement de la température, un manque d'air et un taux de dioxyde de carbone relativement élevé. Ce n'est pas le cas du tout. La température est isotherme à 12 degrés, il fait un air particulièrement pur, et plus vous vous enfoncez dans ces tunnels, plus le degré d'ionisation négative devient, le pourcentage de d'ionisation négative devient colossal. Or, les ions négatifs sont très importants. C'est ceux qu'on retrouve par exemple dans les cascades, les rivières, l'eau vivante, l'eau vive. C'est ce qui vous repose, la mer, etc. C'est ce qui vous apporte ce fameux bien-être quand d'être bien à la mer. C'est pas un hasard. Il est magnifique ce lac, je m'y sens bien, à la rivière, en pleine montagne. L'eau est vivifiante, j'en bois, j'ai la pêche. En fait, ça vient de là. Il se trouve que l'ionisation de la mer, de votre lac ou de votre rivière, c'est peanuts comparé à celle qui traîne dans ces tunnels. Donc c'était énorme, en fait, la quantité. Pour vous donner une petite idée, on a essayé de trouver une base, parce que malheureusement, l'ionisation de l'air est à l'extérieur est variable, donc on n'a pas de données fixes. Oui. Donc on a essayé de prendre une unité stable. Et on s'est dit, en ion, on va parler d'unité ionique. En ion négatif, on va mettre 1000 à l'entrée. Puis on a pris un instrument de mesure, qui est la propriété de la fondation, qui est au service archéologique, et qui est un mesureur d'ions. Oui. Et on a pénétré, et on a regardé la progression. Jusqu'à la grande chambre de méditation, une salle qui sont complètement dégagées à 750 mètres. Donc il y a quand même des salles de dégagées. Il y a des petites salles de dégagées, mais il y en a une particulière qui est assez dégagée pour qu'on pense que des gens s'y réunissaient. On est passé de 1000 ions au litre d'air à 43 000. C'est énorme. Ce qui est colossal, ça n'existe même pas dans la nature. D'accord. C'est surpuissant en ionisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi, plus particulièrement, mais pour beaucoup de gens qui étaient avec moi, et même d'autres gens que j'ai rencontrés après, avec qui j'ai discuté, les touristes et les scientifiques qui viennent là-bas, c'est tous les jours qu'il en débarque des scientifiques, c'est tout simplement que, en fait, on se sent allégé, on se sent tout simplement bien, repos,
relax, zen, appelez ça comme vous voulez. Mais surtout pour moi qui est un peu d'hypertension, vu que je suis en speed permanent, hein, j'essaie de battre Lance Armstrong en EPO parce que j'ai au moins 4 ou 5 médocs à prendre tous les jours pour garder mes 35 ans à 55. Donc je suis complètement dopé. Eh ben, j'ai eu besoin d'aucun médoc pendant plus de 2 jours, tout simplement parce que je n'avais plus le moindre souci de santé. Et pourtant, je suis resté dans ces tunnels, le premier jour, une vingtaine de minutes, et le deuxième jour, 1h30. Imaginez si j'avais fait une vraie cure. Donc, je veux dire, je n'ai fait juste que passer pour le boulot. Et ça a changé complètement ma nature, mais j'étais pas le seul. Oui, c'est ça qui est intéressant. J'ai une de mes compagnes d'aventure qui est épileptique. Elle a des absences. C'est-à-dire qu'elle est plus là. Elle n'a pas les convulsions, elle se roule pas par terre, hein, mais elle est là, elle est plus là, quoi. Pendant les 4 jours, 5 jours d'expédition, on est rentré, je ne sais pas combien de fois dans ce tunnel, mais elle, plus souvent que moi, elle n'a eu absolument aucun problème épileptique. Aucun. Mais aucun. Dehors, dedans, zéro. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cet endroit pouvait servir aussi à la régénération mais disons-le carrément, nous étions en face d'une clinique. Une clinique énergétique. C'est le dépôt de bilan des séances parallèles. Hein. Oui, il va y avoir un monde fou dans ces pyramides. Oui, et puis alors pas mal de chômage aussi, parce que tous les gens qui font de l'énergie, qui travaillent sur l'énergie, plus besoin d'eux. Hein. Il suffit d'aller faire un saut, c'est le prix d'un voyage, et vous êtes guéri. Ça ne dure pas. La potion magique. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas tout simplement parce que je suis resté quelques minutes. Je suis certain que quelqu'un qui fait un stage prolongé dans des conditions normales, c'est-à-dire lorsque ce tunnel sera complètement dégagé, c'est une mine d'or. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé à Sémir, j'ai dit si tu montes une boîte, je veux être actionnaire de ce truc-là, parce qu'on va être le plus grand hôpital de la planète. Les gens vont se précipiter dans ces tunnels. Donc, d'autant plus qu'ici est passé quelque chose d'extraordinaire. Dans ces tunnels, il y a des mégalithes couchés qui sont en pure céramique, ce qui est incroyable, puisque la céramique, il faut comprendre que c'est une matière qui a cuit. C'est donc pas un mégalithe de menhir comme... Donc c'est artificiel. C'est semi-artificiel. Ça a été fait artificiellement par la main de l'homme. Complètement. Voilà, ça a été transformé. Et il y a deux grands mégalithes. Le dernier qui a été découvert, le K5, a été baptisé Nessie parce qu'il a été découvert le lendemain de notre venue. Et le plus important, celui qu'on a mesuré, c'est le K2. Le K2 a des particularités absolument fabuleuses, puisqu'on a pu constater, par exemple, on a utilisé un appareil de chez PCE. PCE, c'est un instrument des instruments de mesure, c'est un fabricant d'instruments de mesure allemand de précision. Et les Allemands sont très rigoureux, on sait. Non, mais j'avais trois grands sponsors. J'avais PCE, instruments, j'avais Magenta Electronics, l'anglais, et j'avais Quartarad, le Ruskov. Chacun amenait son matériel, enfin nous a fait de dons de matériel. Ça a été un don qui a quand même été estimé à plus de 10 000 euros. Le matériel, c'est du matériel conséquent. C'est la première fois, il faut le noter, c'est pour ça que je les cite, parce qu'ils sont extraordinaires. Qu'est-ce qui a fait basculer en votre faveur? Le bonhomme, je crois. D'accord. Le bonhomme. Vous êtes convaincant. Le moins qu'on puisse dire. Un aventurier, brasseur d'affaires, surtout, je dois reconnaître que j'ai un certain charisme et que j'ai un passé qui parle pour moi. Donc, par voie de conséquence, ils m'ont fait confiance. À partir de là, nous avions les instruments les plus précis qui existent. Et c'est très important de le dire. Parce que je ne voulais pas qu'on puisse contester nos résultats, j'ai demandé à ces grandes compagnies de faire étalonner les instruments qu'ils allaient nous donner par les étalonnés réglés. Par les plus grandes institutions scientifiques de leurs pays respectifs. Ça veut dire que toi, tu n'avais pas la main sur le réglage initial. J'avais la main sur les instruments pour régler l'engin, mais il m'était impossible d'accéder à l'intérieur de l'engin pour la bonne raison que chaque engin était plombé. Donc pour y accéder, j'aurais dû faire sauter un plomb. Et qu'en plus, le matériel avait été réglé par les plus grands spécialistes pour être au plus près de la précision. Par exemple, le Magenta est capable de repérer une fréquence ultrason à 0,1 kHz près. Donc, je veux dire, c'est infinitésimal, quoi. Et le matériel qu'on a utilisé, le compteur Geiger de Quartarad, a une précision en micro-REM. Donc, je veux dire, c'est vraiment, on ne peut pas avoir mieux, quoi. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur ce K2. Réécoutez l'interview de notre invité sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois.
Lorsqu'on a utilisé le 823, qui est un radiomètre, un instrument de mesure radiométrique, qui mesure les ondes électromagnétiques, et qu'on a j'ai posé le 823 sur la faille dans le sarcophage du K2. Le K2 m'a joué un tour, il est taquin. Il m'a bouffé la pile de 9 volts. Quelques secondes, incroyable. Il m'a vidé mon instrument, sans le griller. Mais comment faire il est délicat comme engin, il a plein d'attention cet engin-là. Il ne vous grille pas votre matériel, il vous pompe juste votre énergie. Comment faire le travail si à chaque fois la batterie, elle est... Ah mais non, mais attendez, dans le même temps, moi j'ai posé à 80 cm de lui le compteur GGR, puisque le but de l'opération, c'était de mesurer le niveau de radioactivité, en sachant que quand on est entre 7 et 14 microrem, on est à peu près dans la radioactivité naturelle de la planète. Au moment où la pile a été complètement déchargée, le compteur GGR est monté à 50 microrem. Alors, est-ce que c'est une manière de choper l'énergie? Parce que je crois que... on ne peut pas dire autrement, il avait soif. Mais c'est pas le pire, attendez, 30 secondes. Il y a beaucoup aussi. Plus fort. Non, mais il n'y avait aucun orage là. On était à 35 mètres sous terre. Les orages et le revêtement avec les... mais le revêtement, alors là, parlons-en du revêtement. Non, on va passer par pied. Non, mais le revêtement en question des tunnels, c'est en fait une accumulation de micro-galets, de céramique à l'état de micro-galets, sur une épaisseur qui doit faire bien 30 ou 40 mètres, qui n'a pas été fait par l'homme, elle, par contre, mais qui a été accumulée. Et ils se sont rendus compte des propriétés piézoélectriques de ce revêtement, et ils ont creusé les tunnels ravenés dans ce revêtement. C'est-à-dire qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, la première civilisation. Donc il y avait une régénération par le biais des orages et des éclairs. Par le biais de l'eau même, il y a une rivière aux alentours, la Bosna, la fameuse Bosnie-Herzégovine vient de la Bosnie, donc la rivière. Donc, mais surtout ce qui est très important, c'est que, et je voulais en rester au K2 parce que ça c'est vraiment fantastique. Je voulais demander ça c'est vraiment fantastique. Non mais déjà, la nature du revêtement du tunnel ravené est pas banale. Mais on y reviendra. Je crois que c'est un tout. La manière dont ces tunnels ont été architecturés, la manière dont ces tunnels ont été creusés dans un revêtement particulier, la manière dont ces mégalithes se retrouvent disposés, et ce qui en a une particularité, plus on s'enfonce à l'intérieur du tunnel, plus les mégalithes couchés ont des tailles extraordinaires. Le dernier doit peser entre 12 et 15 tonnes. C'est un truc. Comment ils l'ont? Il absorbe les champs électromagnétiques. On ne sait pas pour l'instant pour le K5, je verrai ça en avril. Ce qui est le point le plus important, c'est qu'on a des petits mégalithes à l'entrée, et plus on s'enfonce, plus ils deviennent énormes. Alors est-ce que ce serait en corrélation avec la question qu'on se pose? Pardon? Avec les ions. L'augmentation des ions. On n'en sait strictement rien à l'heure d'aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est pas en 4 jours qu'on aura la réponse à toutes nos questions. Bien sûr. Ce qui nous pose plus la question à Sémir à moi, c'est comment ces gars ont été assez tarés, sauf si c'est particulièrement bien pensé, pour déplacer dans des tunnels, déjà à l'extérieur c'est pas donné, mais dans des tunnels, des mégalithes de plus en plus importants. Oui. Je veux dire, faut être un peu fou. On s'est dit, mais quelle va être la taille du mégalithe qui va être au carrefour entre les 3 pyramides principales? Ça va être un truc monstrueux, puisque déjà là, on est à 750 mètres et on a un engin qui doit peser 15 tonnes, réaliser quand même 30 secondes, que ça fait le poids d'un semi-remorque. Comment ces gars-là l'ont traîné dans des tunnels? Je veux dire, là, il n'y avait pas de rouleau de bois pour les amener dedans. Hein. Comment les disposer? La question reste posée. Ce qui est intéressant surtout, c'est sur le K2, alors que j'envoyais mon assistante canadienne, une étudiante en archéologie, effectuer les derniers métrages iométriques dans les différents autres tunnels, je suis resté seul devant le K2, avec mon compteur GGR et mon radiomètre en panne. Forcément. Et là, arrive un petit groupe de volontaires. Les tunnels sont fermés au public. Hein. On est tout seul à ce moment-là. Et une chef leur indique plus ou moins ce qu'ils vont avoir à faire. Et autour du K2, il y a des bancs en bois pour que les gens puissent s'asseoir et contempler le truc. Parce que ils ont leur appareil photo aussi. Non, mais ils n'ont fait aucune photo. C'était des volontaires. Ils sont là pour creuser. Pas des touristes. Ces gens s'amènent. Il faut savoir quand même que le couvercle du K2, on va appeler ça le couvercle, a l'air de ressembler à la vallée de Visoko il y a des milliers d'années. Il aurait été taillé pour représenter la vallée, puisqu'on retrouve un certain nombre de reliefs sur des cartes thermoformées en plastique qui laissent à penser que ça pourrait être la même chose, mais simplement plus érodé. Donc, ces gens s'assoient sur le banc pour écouter leur chef, sauf qu'ils sont à côté du K2.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec la mesure? Le compteur Gégère est monté à 110 puis à 120 microrem alors qu'il n'y avait aucune énergie là. Pas de pile, pas de lumière. Il y avait l'énergie des champs. Il y avait juste des gens qui s'étaient assis à côté du K2 et qui ont tout d'un coup capté cette énergie. Cette énergie positive, négative, est-ce que ce mégalith absorbait pas, je dirais, les ondes, le statique négatif des personnes et s'en servait lui-même comme énergie? Possible. Alors, est-ce que les gens avaient l'air fatigués ou pas après? Mais personne ne s'est rendu compte de rien. Ils se sont assis, ils ont discuté. Quand ils ont fini, du tout. Apparemment non, ils étaient tout à fait dans le même état. Oui, ils étaient rien, comme ni l'appareil. personne n'aurait rien vu si ces instruments de mesure ne prenaient pas en temps réel la mesure devant eux. Et bien entendu, je n'ai pas dit bougez pas. Hein. Le plus marrant, c'est que c'est resté à 120 tout au long de leur présence. Quand ils sont partis, c'est-à-dire 5 minutes après, l'engin est retombé à 17. Alors, est-ce que c'est-à-dire la température, le degré de radioactivité naturelle de la Terre. Alors, est-ce que ce serait, par exemple, une pierre dont la fonction serait effectivement de nettoyer les gens On n'en sait strictement rien, c'est bien trop tôt. On va tenter un truc de fou, je suis en train de négocier ça à l'arrache avec la Fondation des Pyramides de Bosnie et Semir Osmanagić, qui est l'un de mes meilleurs amis, mais qui m'a dit, et tu te rends compte du viol que tu vas faire? J'ai dit, mais c'est le seul moyen d'y voir clair. Nous avons besoin de radiographier le K2, parce qu'à l'intérieur a été repérée une sphère ovaloïde entre le couvercle et le sarcophage. Ah. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la distance exacte sur le couvercle de cet ovaloïde, et que moi j'ai l'intention de percer le couvercle pour y faire entrer une caméra fibroscopique et pouvoir voir ce qu'est cet objet, parce que malheureusement, avec la radiographie classique, on ne peut pas voir sa structure, on voit juste une forme. Et alors, il faut quand même qu'au niveau des batteries, les appareils soient situés suffisamment loin pour ne pas se faire absorber à nouveau. Si la caméra carbonise, c'est qu'on saura pourquoi. Hein. Puisque là, en perçant le sarcophage, la microcaméra va être carrément en face. Je dirais, elle sera à 4-5 cm de l'objet. Donc c'est peut-être l'objet qui génère ça, finalement. On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas. On sait qu'on a un mégalithe creux contenant un couvercle. C'est l'honnêteté et la franchise qui ressort. De toute façon, c'est nécessaire. On ne va pas raconter des histoires aux auditeurs. On va pas. Moi, je ne veux pas les faire rentrer dans Stargate, même si j'avoue franchement. Ça donne envie. Non, ça donne pas envie, mais c'est vrai qu'on est quand même, on flirte un peu là, hein, parce que un couvercle avec un objet ovaloïde, parfaitement ovaloïde, pas grossièrement ovaloïde, parfaitement, comme un ballon de rugby en un peu plus aplati. On ne sait même pas s'il est pas en suspension dedans. On ne sait pas. C'est ça le truc de fou. On sait juste qu'il y a un couvercle contenant ce truc-là, qu'à l'intérieur c'est creux, il n'y a pas de liquide, c'est creux. C'est peut-être même sous vide. On n'en sait strictement rien. En tout cas, c'est sacrément bien scellé, parce qu'on les voit, les joints de scellure. Oui. C'est hyper bien scellé. Et que quand on va percer, on va peut-être décompresser le machin. Dire. Si c'est scellé, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais on ne peut pas faire autrement. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. C'est clair. Oh, curiosité quand tu nous tiens. Non, science quand tu nous tiens. Il faut savoir ce que c'est, ce truc. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons peut-être faire une découverte extraordinaire. Et si c'était sous vide, de toute façon, on va le savoir. Parce que si c'est sous vide, il va y avoir une aspiration d'atmosphère pour combler le vide. Donc on saura que c'était sous vide. Donc à partir de là, il suffira de rétablir le vide au moment où on refermera le trou de perçage. Donc tout est très très bien. On peut remettre complètement le... Mais en même temps, on verra ce que c'est que cet engin. Et pourquoi un mégalithe contenant une sphère ovaloïde? Pourquoi avoir fabriqué ça? À quoi ça sert? Et pourquoi le couvercle de ce mégalithe a l'air de ressembler à la vallée de Visoko? Une sorte de cartographie posée dessus. Quel rapport avec la vallée, ce mégalithe? Vous n'allez pas me dire qu'ils ont décoré tout simplement avec la vallée de Visoko en se faisant une gentille carte géographique sur le couvercle, parce que les gars étaient franchouillards. Ouais, on est chez nous, hein, on va être chauvin, on va se faire un couvercle avec la vallée des pyramides. Non, à mon avis, ça a un sens précis. J'envisage même la possibilité que la fameuse faille qui est au milieu est en train de nous indiquer tout simplement un lieu et un endroit dans cette vallée. D'accord. Simplement, on ne le sait pas aujourd'hui encore ce que c'est. Fais un éclat, fais des étincelles avec Angélique. 01 34 12
12 12 22. Appel non surtaxé et sur idfm98.fr. Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Donc voilà déjà ce que nous avons dans les tunnels Ravenay. Ce qui est colossal. C'est énorme. C'est une découverte fantastique et qui va bientôt être prouvée pour la bonne raison que je repars en avril pour mesurer au millimètre près tous les tunnels, sauf ceux qui sont bouchés. Bien sûr. Mais comme le phénomène fonctionne avec seulement une partie des tunnels, j'ai demandé à un de mes copains dans le Gard, qui est un fou furieux comme moi et qui a quelques sous, s'il était d'accord pour qu'on reconstruise les tunnels Ravenay, mais dans le Gard. D'accord. En reproduisant complètement les tunnels. Ces systèmes de pression, pour effectivement barder chacun de ces tunnels d'instruments de mesure et de vérifier ce qui se passe au niveau de la circulation d'air, de la température, du degré d'humidité, bref, pour essayer de comprendre comment eux ont conçu cet engin. Et comment on peut recommencer? Comme ça, on aura une clinique dans le Gard, ce sera mieux. En plus, il fait beau là-bas. Donc, ça, c'est la découverte dans les tunnels de Ravenay. Mais ce n'est pas les seuls. C'est pas la seule. C'était la plus grande découverte. Il y a autre chose. Il y a le son, par exemple. Ah ben, tout à fait. Alors là, le truc le plus intéressant, c'est que, par exemple, aux pyramides de Montevecchia, nous avons fait les mesures pour vérifier s'il existait des fréquences. Il n'y a absolument rien. Par contre, nous avons des fréquences sur la pyramide du Soleil. Je n'ai pas pu voir sur la pyramide de la Lune, la pyramide du Dragon et la pyramide de l'Amour, pour la bonne raison que, encore une fois, en 4 jours, c'était impossible. C'est un petit peu court, oui. Mais la pyramide du Soleil, j'ai eu assez de temps pour bien contrôler tout ça. Oui. Et effectivement, il y a une fréquence très importante, très puissante, qui est ultrasonique. Alors, comme on le sait, les ultrasons sont des ondes sonores. Ce sont des ondes qui ne peuvent voyager qu'à travers la matière et pas à travers le vide. Oui. Donc, on n'est pas dans une émission d'une onde qui partirait dans l'espace. Oui. Par contre, le 823, avec une nouvelle pile, a pu mesurer effectivement la présence d'ondes électromagnétiques, mais il nous manquait un appareil précis pour savoir quelle était très précisément la fréquence de cette onde électromagnétique. Toujours est-il que d'autres que nous ont fait ces mesures. Et alors ? Et apparemment, la fréquence électromagnétique serait calée sur la fréquence ultrasonore. Alors, est-ce que la fréquence ultrasonore se servirait de la fréquence électromagnétique pour être supportée? C'est une question de mécanique ondulatoire. Comme une bande magnétique? Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais j'ai fait appel à un ami qui est ingénieur dans les télécommunications et qui est en train de me donner toute une série de conseils et de process pour le mois d'avril pour faire toutes ces mesures et vérifier, bien entendu, qu'on puisse avoir ce fameux couple électromagnétique ultrasonique et essayer de comprendre surtout le sens. Pourquoi une ultrason? Pourquoi une onde électromagnétique? Alors maintenant, il est possible, je dis il est possible, hein. Restons les pieds sur terre, que nous ayons quelque chose de mécanique créant l'onde ultrasonique par les vibrations et que c'est cet engin mécanique qui émettrait l'onde électromagnétique qui serait en fait calée sur la même fréquence pour une raison tout simplement d'harmonie. Je traduis. 2 fréquences différentes, une électromagnétique, une ultrasonique sur un engin quelconque, une chaîne stéréo, et vous allez bousiller tous les circuits imprimés parce que vous allez créer une distorsion à l'intérieur de la machine, si je puis dire. Des vibrations parallèles, des harmoniques, comme on dit, qui sont en fait plutôt disharmoniques et qui vont probablement altérer. Si c'est une machine qui fonctionne depuis 10 350 ans, je pense que ça a été calculé pour que ce genre de problème n'arrive pas. Alors pourquoi je donne 10 350 ans? Parce que des résidus végétaux ont été trouvés sur la pyramide du Soleil, dans les plaques. entre la terre de la pyramide elle-même, qui n'est pas une pyramide construite, c'est une colline terraformée, et le béton d'argile, et non pas de ciment comme nous fabriquons nous, qui recouvre cette pyramide. Donc il y aurait des résidus végétaux. Il y a des résidus végétaux qui étaient situés, quand ils ont coulé le béton, ils n'ont pas pu nettoyer, à mon avis, au millimètre près toute la colline. Il faut comprendre qu'ils ont pris une colline et puis ils l'ont terrassée en pyramide. Ce n'est donc pas une pyramide construite avec des blocs comme Khéops, Képhren, Mykérinos, et Saqqara, etc. C'est une colline dans laquelle ils ont creusé évidemment des couloirs, ils ont creusé des salles, etc. Ces salles, évidemment, ont été masquées, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus y accéder,
Ils ont coulé du béton, un béton spécial qui a des propriétés tout à fait particulières, qui sont piézoélectriques et électromagnétiques et isothermiques, puisqu'ils sont capables, la pyramide est capable de maintenir la même température. Par n'importe quel temps. Par n'importe quel temps, mais en plus, elle se recharge par la foudre, qui en frappant le béton d'argile, cette argile-là est extrêmement conductrice, transmet cette énergie à quelque chose. Alors, cette fameuse machine, et je voilà. mets des guillemets, c'est ça, pour c'est l'instant, pas cette chose machine. qui est rangée dans le sarcophage. Mais il n'y a pas de sarcophage. Non, parce que le sarcophage dont je vous parle est dans les tunnels Ravenay. Donc, là, je suis en train de vous parler de la pyramide, ça n'a rien à voir. Cette pyramide se trouve à quelques kilomètres des tunnels Ravenay. Donc, il n'y a pas de lieu commun entre eux. Sur le phénomène d'ombre. C'est important à préciser. Oui, il n'y a pas la fréquence est sur la pyramide, au sommet de celle-ci, et uniquement au sommet de celle-ci. Alors, est-ce que c'est un son qu'elle reçoit ou c'est un son qui est émané d'elle? Non, c'est un son qui émane d'elle. C'est elle qui est émettrice. Alors, comment ça se passe? Ça vient d'où? Si on le savait, je serais déjà en train de vous donner la réponse. Je ne sais pas d'où ça vient. On a une idée de l'endroit où elle se trouve, j'allais dire géographiquement de la source, sa profondeur, sa distance par rapport à la surface, son amplitude mesurée. Maintenant, il y a des choses qui échappent à notre entendement. Ces ondes ultrasonores, au lieu de perdre en puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de son point d'origine, gagne en puissance au fur et à mesure et on a mesuré ça. Moi, j'ai cru à un canular terrible, jusqu'au moment où j'ai fait faire les mesures, et je les ai même faites moi-même parce que je voulais voir de mes yeux et entendre de mes oreilles. Surtout, oui. Et non, mais je veux voir les instruments de mesure. Et c'est très clair que la pyramide était nettement plus faible en puissance sur une zone plus basse d'elle qu'à son sommet. Alors j'imagine, si on avait eu le ballon captif et qu'on avait pris une mesure, ne serait-ce qu'à 10 ou 15 mètres en hauteur, on aurait eu forcément une amplitude supérieure. Donc ce sera intéressant à vérifier au mois d'avril. C'est de toute façon ce qui est prévu. Oui. Donc, mais en même temps, la chasse sera beaucoup plus sévère puisque l'objectif c'est de mettre la main sur la source. Donc c'est la raison pour laquelle j'expliquais aux gens que l'expédition EPR2 a une importance que n'aurait jamais eu de toute façon l'EPR1. On est venu pour reconnaître un terrain, dire ça c'est vrai, ça c'est faux. L'EPR2, il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a intérêt qu'on le sache rapidement parce que ça n'a pas l'air du tout naturel. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Réécoutez l'interview de notre invité sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Alors justement, on va reparler de cette expédition, puis on parlera après des autres découvertes. Oui. Pour financer, puisqu'on sait que ça coûte très très cher, tu as eu une idée tout à fait intéressante et qui correspond bien à l'ère du temps, où finalement chacun va acheter un petit bout de l'expédition en achetant le livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je me suis dit, le public s'intéresse à cette découverte et forcément, il y a quand même quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que déjà au travers de tout ce qu'on vient de dire. Oui. Mais oui, j'ai décidé d'écrire un livre, en fait, qui va sortir au mois de novembre à Terre d'Aventure édition et qui s'appelle Pyramide de Bosnie, recherche au-delà du mystère. En fait, ce livre va décrire tout ce qu'il y a là-bas de vrai. C'est-à-dire qu'on va ôter tout ce qui est présenté et qu'on peut trouver sur le net, mais qui sont des canulars, des fakes avérés. On va parler que de ce qui existe vraiment, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu mesurer, de ce qui est là, quoi, bien là. Et à partir de là, on va décrire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a découvert avec le maximum de données, de dessins, de gravures, ce qui fait que les gens qui vont acheter ce livre vont non seulement comprendre ce qu'on a fait, mais par-delà, comprendre aussi l'importance de ce qu'on doit faire, puisqu'ils vont avoir à l'intérieur de ce livre la raison pour laquelle il faut qu'on y aille. Alors, il suffit simplement que 1000 livres soient commandés, achetés, pour financer l'expédition. Voilà, alors en fait, c'est pas difficile. Les livres sont en vente, comme ce n'est pas une vente destinée grand public, on va dire, au sens comme n'importe quel livre en librairie. Le livre n'est disponible que sur le site de Nord-Sud Institut, www.nordsud en un seul mot -du6 institut.com, sur la page Librairie Force 7, et dessus, on peut trouver ce livre et l'acheter. Le livre sera bien sûr, comme c'est une souscription, ne sera disponible
donc livrés chez les clients, que fin novembre, ne serait-ce que parce que pour l'instant, j'attends encore 2-3 confirmations de labo pour pouvoir les inclure dans ce bouquin de manière à être parfaitement complet et carré. Je pense que le lecteur appréciera qu'on ne lui donne pas une information tronquée, mais une information complète. Donc, dès que ces informations, qui devraient arriver avant la fin du mois, là, sont installées, sont disponibles, je fais ce bouquin. Et si 1000 personnes m'achètent ce livre, qui vaut 25 € pour inclus, c'est pas grand-chose, oui, pour un beau livre. Ça va permettre de financer cette expédition, en sachant que, bien entendu, tous les souscripteurs seront privilégiés à l'aller comme au retour, pour le départ comme au retour de l'expédition, et que, bien sûr, nous ferons un remerciement général à ces 1000 donateurs, parce que beaucoup de gens voudraient que le monde change, mais entre le vouloir et le faire, il y a un pas. Et quand ce pas, c'est 25 €, je trouve un peu petit, un peu lamentable même, que des gens disent « Moi, je veux que tout change, je veux qu'on revienne à avant ». Mais donne-toi les moyens, mon gars. 25 balles, et ça change. On peut y arriver. Et comme je disais, pour faire un parallèle avec Apollo 11, oui. parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas là. Oui. On ne sait pas ce qu'on va découvrir, on ne sait pas comment on va pouvoir y accéder, on va rencontrer des problèmes colossaux. Et oui, comment réagissent, pardon, je t'interromps, oui. Mais comment vont réagir les autorités du coin? Est-ce qu'il n'y a pas Elles des nous gens soutiennent de ce côté-là, aucun Est-ce qu'il n'y a pas souci. des gens qui vont s'opposer à vous, essayer de récupérer des informations? Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à nous. Ce ne sera pas forcément dans la vallée des pyramides, puisque la vallée des pyramides est sous le contrôle de la Fédération des pyramides de Bosnie, laquelle est en entente extrêmement cordiale avec le gouvernement bosniaque, qui est loin d'être un gouvernement fermé. Je dirais même qu'il devrait servir d'exemple à pas mal d'autres gouvernements. Et qu'en plus, les découvertes que nous avons à y faire, si elles sont 1/10 de ce que j'attends, c'est fabuleux, seront un petit pas pour nous, mais un bond géant pour l'humanité. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que nous allons peut-être entrer en possession d'une technologie, j'ai bien dit d'une technologie, datant d'une civilisation qui a été balayée de la surface de cette planète, à une époque où même l'homme a oublié qu'elle ait jamais existé. Alors, est-ce qu'on aurait le nom de cette civilisation ou c'est pas... À l'heure d'aujourd'hui, oui. Impossible de la situer. On ne sait pas encore. Impossible. On a plusieurs hypothèses avec Sémir. J'en ai une, personnellement. Et alors, est-ce qu'elle est tellement folle. Elle est disable ou pas? Est-ce qu'elle est... Moi, j'adore quand c'est fou. Est-ce que... oui, mais non, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas véritablement envie de passer pour un allumé, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je suis quand même l'un des 2-3 spécialistes mondiaux en matière de civilisation préantique. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Et je dirais que la seule civilisation qui pourrait avoir créé ça est une civilisation qui a migré du nord canadien et de Sibérie septentrionale pour créer ensuite d'autres grandes civilisations, mais qui a traversé l'Europe de l'Est et qui s'y est même installée, puisque notamment les sphinx, les fameux sphinx des Carpates et toutes les différentes sculptures qu'on retrouve un peu partout en Roumanie pourraient en être des vestiges, ce seraient les hyperboréens. Il faut savoir que quand on parle de civilisation, il y a 2 types de civilisations. Celles qui ont donné le ton et celles qui ont suivi. Dans l'histoire, on appelle ça les civilisations primordiales et les civilisations secondaires. Hyperborée est une civilisation primordiale. Moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et pourtant, si toutes les personnes lisaient déjà mon livre Civilisation antédiluvienne, ils seraient je crois qu'on va s'y mettre, extrêmement éclairés et s'apercevraient que la Grèce antique pratiquait déjà l'hyperborée depuis très longtemps. Que Hérodote en parle clairement. Et c'était un grand historien voyageur. Et que je pense qu'il ne s'est pas contenté de parler de choses qu'il n'a pas vues. Donc, puisqu'il faut quand même savoir tout un tas de choses. À savoir, par exemple, que de l'Égypte antique, on ne connaît surtout que ce que lui en a dit. Tout le reste sont des suppositions, y compris pour l'âge des pyramides. Justement, on va y revenir. Il y a une tablette sumérienne. Non, ça c'est la tablette sumérienne, c'est un flash que j'ai eu. Quand on est arrivé dans la vallée de Visoko, la vallée des pyramides, on est arrivé par une route qui a créé une situation tout à fait particulière, c'est qu'on a pu se retrouver face à 2 des 3 pyramides, je crois, 3 pyramides, qui étaient disposées dans un certain ordre, dans l'horizon, naturellement.
Ça m'a pas frappé immédiatement, ça m'a frappé que 2 jours plus tard, et parce qu'avec Sémir, on a discuté d'un truc qui était en rapport avec toute autre chose. Et dans cette discussion, je me suis rappelé d'une tablette que j'avais vue dans un catalogue de 1991 du musée de Bagdad. Une tablette sumérienne assez ancienne qui représentait sur un idéoglyphe un paysage. Une sorte de bas-relief, finalement. Non, un truc, à cette époque-là, c'était assez simplifié, les dessins. On pourrait dire que ça pourrait se limiter presque à des V inversés. C'était un petit peu plus élaboré que ça, mais pas plus. Puis il y avait un truc particulier, c'est que cette tablette sumérienne, il n'y en a pas plus de 4 ou 5, sur toutes celles qui ont été retrouvées, qui associent à la fois texte et idéoglyphe. La plupart du temps, c'est du texte uniquement. Oui. Ou c'est de l'idéoglyphe uniquement. Ou de l'écriture cuniforme à part. De l'écriture cuniforme, c'est des glyphes, c'est Tout à fait. de l'écriture pure, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Celle-là fait partie des raretés qui contient à la fois, on va dire, une image et du texte. Pour faire de l'humour, comme je disais à Sémir, il a beaucoup rigolé sur cette blague-là, je lui ai dit, tu t'imagines que c'est peut-être Bon baiser de Bosnie, une carte postale. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Et c'est ce qui nous a fait flipper tous les deux. Sumer est une civilisation qui est censée être à l'origine de toutes les autres, qui aurait fondé l'écriture, enfin grand savoir en matière d'urbanisme, etc. Il y avait le code des lois d'Hammurapi. Entre autres, mais je veux dire, il y a aussi les fameux Anunnaki qui sortent du même endroit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette civilisation était une civilisation caucasienne, c'est-à-dire pas du tout sémitique, d'origine asiatique. Au milieu de toute population asiatique, il y avait une population caucasienne qui avait migré à travers l'Asie mineure, l'Anatolie, la Turquie d'aujourd'hui, et qui venait d'Europe centrale, mais dont on n'a jamais pu situer exactement le point de départ. On a juste situé le point d'arrivée. À travers Maria Gimbutas, une archéologue renommée, on a pu mettre la main sur des tablettes de proto-écriture sumérienne à Tartaria, à Lepenskivir, à Karanovo, en Bulgarie, Roumanie, Serbie. Et ce sont ces zones d'Europe centrale qui ont prouvé quand même qu'effectivement il y avait une familiarité plus que prononcée, sauf que ces tablettes datent de 1000 ans avant Sumer. Donc, ça prouvait déjà que Sumer n'était pas celle qui avait inventé l'écriture, puisque cette écriture, à l'état, on va dire, de prototype, mais en ayant des traits complètement assurés, familiers, c'était pas une supposition, existait déjà depuis 1000 ans en Europe centrale, dont on savait qu'ils venaient de là-bas. Donc, ils n'ont pas inventé l'écriture une fois arrivés au croissant fertile. C'était une écriture qu'ils ont transportée, qu'ils ont améliorée, mais qui existait déjà. Et c'était bien l'Europe centrale. Et c'était bien la Serbie. Et la Bosnie est juste à côté. Donc, cette tablette, la retrouver, m'a fait penser à une chose très simple. Que je retrouve cette photo, et nom de Dieu, j'arrive pas à remettre la main dessus. Cette photo de tablette sumérienne, si je peux la retrouver, il suffit que je la mette en transparence avec la photographie que j'ai prise à l'entrée de la vallée. Et je suis à peu près assuré que ça va nous faire copier-coller. Alors, j'ai laissé ça à côté, j'ai amené justement le guide de la grammaire des styles antiquité. Je me suis dit, si c'est dans un catalogue, ça doit être là-dedans. Ah non, c'est le catalogue du musée. C'est le catalogue du musée de Bagdad. Donc il faut retrouver ce catalogue. Tout est référencé dedans. Oui, mais il doit y avoir des centaines de milliers de photographies. Il faut mettre la main sur celle-là particulièrement. C'est un gros travail qui reste à faire. En plus, à Bagdad, je crois qu'à un moment donné, ça a été pillé. Oui, je sais. Mais donc, j'en ai déjà discuté avec le conservateur. On a déjà pourvu à cette époque à une forme de protection des artefacts avant qu'il y ait une invasion et un intérêt un peu trop prégnant des Américains. Alors juste une question, puisque tu parles de ce mot-là, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est un artefact. Est-ce que tu peux nous le développer ? Un artefact, c'est un objet qui est forcément de fabrication humaine. C'est n'importe quoi. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être un verre, un bol, une assiette, ça peut être un peigne, ça peut être n'importe quoi. Même un simple silex pour couper la viande, je crois que moi et la préhistoire, on est fâchés, mais j'y crois pas un brin en fait. Tu crois de moins en moins au néolithique ? C'est-à-dire que, pas au néolithique, au préhistorique en général. Donc je crois même que c'est une grosse foutaise, mais viendra un moment donné où j'écrirai, parce que j'attends encore là aussi quelques preuves bien prégnantes, mais j'ai beaucoup ri quand on m'a expliqué, par exemple, que le crâne d'Erectus avait été composé avec 70 fragments de crâne provenant d'endroits différents pour constituer le visage d'Erectus. Je leur ai répondu que je pouvais faire la même chose avec un Lego.
Absolument. Donc, et quand on me dit, nous avons classé l'homme en tant qu'hominidé parce qu'il se tenait debout sur ses deux jambes, je réponds, il est suricate, alors est un hominidé, quoi. Non, mais je veux dire, il faut être un petit peu sérieux. Il y a dans la science des moments où, franchement, Babylone, tu déconnes. Donc, je veux dire, c'est grave. Étincelle avec Angélique, médium, astrologue magnétiseur sur IDFM et angélique.fr. Angélique sur IDFM 01 34 12 12 22. Donc pour en revenir alors à l'époque de Sumer, puisque ce serait avant Sumer. Donc ce serait bien avant Sumer. Et en fait, l'idée de base est énorme, puisque si mon raisonnement va jusqu'au bout, en tant que spécialiste des civilisations pré-antiques, j'ai une vision acérée des monuments. Oui. En clair, j'ai pas besoin que tu me présentes un monument, une photographie complète d'un monument pour savoir où il se trouve. Tu me présentes une partie seulement. C'est mémorisé là-dedans. Je pourrais te dire rien que par un morceau de portail à quel monument il appartient. Ça, c'est fabuleux. Hein. Donc, c'est ce qui a fait de moi un spécialiste, sinon ça ne servait à rien. Mais en même temps, ça te permet de voir au-delà du miroir. Parce que tu deviens, au fur et à mesure, et c'est mon problème, j'ai perdu le sens commun. Pourtant, tu dis que tu as du bon sens, que tu es très carré. Oui. En antédiluvien. En quoi Oui, d'accord. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis le sens commun, c'est que je n'ai plus du tout une vision classique du monde contemporain. Ah non, c'est plus que classique. Je suis à des années-lumière je suis un ressuscité. C'est comme si tout d'un coup, j'étais un antédiluvien venu de plus de 10 000 ou 15 000 ans et qu'on m'avait catapulté en l'an 2013. Et que je regarde et que je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que pour moi... Pour t'y retrouver là-dedans, ça doit être difficile. Je vais quand même te donner un petit exemple. Tu sais qu'il n'y a pas un immeuble sur cette terre, même la plus belle tour du monde, même Montparnasse juste à côté, qui tiendrait 400 ans sans entretien. On est d'accord. Non, je veux dire, c'est bien simple. Il n'y a pas une maison qui tiendrait debout, il n'y a rien qui tiendrait debout, parce qu'on est incapable de construire ce qu'eux étaient capables de faire. On est dans l'incapacité complète. Ils n'avaient pas les mêmes matériaux en même temps. Non, c'est pas qu'ils n'avaient pas les mêmes matériaux, ils n'avaient pas la même manière du tout de faire, de construire les bâtiments. C'était pas du tout la même science, pas la même manière de faire. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre dans le monde antédiluvien, le monde d'aujourd'hui, c'est que non seulement ils n'avaient pas la même philosophie, du tout. Je veux dire, nous, on est totalement égoïstes. Eux, l'égoïsme n'existait pas. Je veux dire, on n'est pas du tout solidaire. Eux, la solidarité, si ça n'existait pas, c'était élémentaire. C'est-à-dire, ça faisait partie du commun. Il ne te viendrait pas à l'idée aujourd'hui, je veux dire, c'est presque aussi naturel pour toi et moi qu'un feu rouge, on s'arrête. Voilà, je veux dire, c'est... Pourquoi ça a changé autant alors ? Mais parce qu'il y a eu un changement dans l'histoire qui ne peut pas encore être prouvé, mais dont il y a de très lourdes présomptions, qui fait qu'en réalité, les gens sont venus à un autre regard sur la manière de vivre une civilisation. On ne trouvera jamais de pièces de monnaie de civilisation d'avant le déluge, pour la bonne raison que le commerce n'existait pas. Le négoce n'existait pas. Tu ne trouveras jamais ça. Chacun faisait sa part. Ah non, pas du tout. C'était bien plus structuré que ça. Et tu vas me dire, c'est toi qui tires tes conclusions. Non, mais pour tirer mes conclusions, moi je tire aucune conclusion. Je lis. Alors, j'extrais. Justement, tu as lu quoi ? Les textes sacrés, les textes anciens ? Tous les textes sacrés, qu'ils soient amérindiens, qu'ils soient asiatiques généraux d'ailleurs, ça ne va pas seulement sur les grands textes écrits par les premiers fondateurs des civilisations chinoises, ça va aux textes comme le Ramayana, le Mahabharata, les grands textes généraux indiens, les Védas. Les Puranas. Là-dedans, tu peux en extraire des choses. Oui. Toute l'histoire, notamment de l'Inde, je dirais avant l'Inde, qui a été à l'origine d'ailleurs du continent Mu, le fameux royaume du Kumarikandam, avec les fameuses académies du savoir, les Shangam. Ces textes existent encore. Ce sont les textes de base des civilisations tamil. Ton nom dit tamil. Ce sont des textes de base qui existent. Ces textes ont 8 000 ans, 10 000 ans, 13 000 ans, c'est-à-dire bien au-delà de nos 5 petites millénaires, c'est de nos 7 600 ans sumériens. Je vais te donner un exemple qui clôt le débat directement, parce que n'importe qui peut y aller. J'ai bien dit
n'importe qui. Tous les auditeurs qui nous entendent peuvent y aller. Vous avez un peu de sous? Vous pouvez. Vous allez au sud de la péninsule indienne, à 280 km au sud-ouest, très exactement. À quel endroit? Par 40 mètres de fond, vous avez une cité. De toute façon, il y a un bâtiment en permanence là-bas qui surveille cette cité. Donc il y a une véritable plateforme, comme une plateforme pétrolière. La cité de Kambat. On a récupéré par 40 mètres de fond une cité immense, qui fait, je sais pas, elle doit faire 70 km de long. C'est un truc gigantesque, avec des routes, des avenues, tout ça. On a récupéré toute une série, c'est dans mon livre Civilisation antédiluvienne. Excusez-moi, chers auditeurs, d'appuyer, mais c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible aujourd'hui, c'est la Bible d'un tas de chercheurs. Je suis devenu une référence tout simplement parce que j'ai fait un travail de référent. J'ai rassemblé, j'ai recueilli toutes les informations de cette terre et je l'ai mis dans un bouquin. La première version en 2007... Elle est épuisée? Depuis longtemps. Elle s'est vendue dans des quantités absolument astronomiques. C'est même pas un succès du livre, c'est un best-seller. Ça a été vendu de partout dans le monde. Et ce bouquin, imprimé sur papier Bible, tu comprends pourquoi, fait 585 pages. Il est bourré de données. Tous les lecteurs qui l'ont lu m'ont dit il est impossible d'intégrer les milliers de données de ces 585 pages en une lecture. Il faut lire et relire ce bouquin tellement il y a une somme colossale d'infos. Donc il y a une réédition? Il y a une réédition qui a eu lieu en premier tome, parce que depuis elle est montée de 585 à 732 pages. Il faut faire les mises à jour. Bien sûr. Et donc, par voie de conséquence, notamment la fameuse mise à jour après le 25 décembre 2004 du tsunami de Phuket, oui, bien sûr, qui a dégagé les 7 temples du rivage que tout le monde pensait être une allégorie. Mais ça, personne n'en a parlé. Et moi, personnellement, j'avais dit, tu peux les voir maintenant, ça se visite même. J'avais dit, ils sont quelque part là. Je l'ai dit en 1995-96, et ça s'est révélé en 2004. Qu'est-ce que j'étais content d'avoir raison. Et je dois dire que certains grands archéologues, dont je ne citerai pas le nom, à l'heure d'aujourd'hui, s'étouffent gravement avec ce qu'ils ont écrit et qu'ils jureraient bien que s'ils pouvaient revenir dans le temps et effacer les articles qu'ils ont écrits, ils le feraient bien. Parce qu'aujourd'hui, ils passent pour des ânes battés, et quand on est professeur émérite à la Sorbonne, ça fait désordre. Oui, c'est sûr. Donc, ça c'est fait, on ne cite pas des noms. Je ne cite pas de noms, mais le public trouvera. Bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai une certaine approche de l'archéologie, assez tolérance zéro. Il y a des gens que j'aime bien, parce que je pense que ce sont des gens qui sont honnêtes sur le fond, qui sont de véritables archéologues et de grands archéologues comme Jacques-Yves Lempereur qui travaille sur le phare d'Alexandrie, qui sont des gens des fois un peu trop excessifs. C'est le seul mec avec qui je peux prononcer le mot Atlantide sans prendre un coup de pied au cul, c'est Zaïawas, le patron des antiquités égyptiennes, qui est aussi, je pense, un archéologue de talent, et même s'il est un peu excessif, c'est son côté égyptien. Il est méditerranéen. Tu sais, tu m'avais parlé hors antenne des archéologues et des aventuriers. Tu peux, pour nos auditeurs, Tu veux vraiment que me fasse un procès? Écoute, tu me l'as dit, alors est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu veux nous repréciser? Bien sûr que je vais l'assumer, mais je vais éviter le conflit. Oui. Je dirais simplement que... Reste diplomate. Voilà, diplomate. Je dirais simplement que l'aventurier, c'est un seigneur. Et d'ailleurs, ce sont tous des seigneurs. Tu veux dire, ils ont du panache? Colomb. Oui. On a plus que du panache. Ce qu'on a fait tous. Alors, justement... Peu de gens l'ont fait. Regarde un petit peu. Christophe Colomb est parti sur une idée sans savoir même s'il allait arriver et si seulement l'Amérique existait. Il était parti chercher l'Inde, lui. Oui. Il ne savait même pas qu'il y avait un continent entre les deux. C'était déjà gonflé. Vasco de Gama. Vasco de Gama, c'est l'un de mes préférés. C'est pas un timbré, lui? Aller se taper le cap de Bonne-Espérance avec des barquettes de 20 mètres, alors qu'il y a des creux qui font 2 fois sa barquette là-bas. Oui. Traverser ça, c'est comme si je te disais de te taper les gorges du Tarn avec une luge. Oui, super. Il faut avoir envie. c'est quand même... Non, même pas, tu sais, le dinghy des enfants, là. Tu sais, le truc qu'on te voit à la plage, tu essaies de descendre les gorges du Tarn avec ça. Je veux dire, faut être... quand même clair, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont fait avancer la science de manière incroyable. David Livingstone, des siècles qu'on cherchait les sources du Nil. Il est allé jusqu'au lac Victoria, d'où elles sont nées. Il fallait le savoir.
fallait le vouloir. Et à l'époque, fallait pénétrer le territoire africain. Aujourd'hui, tu prends un billet d'avion. À l'époque, c'était des mois avec des peuplades qui n'avaient pas du tout envie de te voir. Hein. Oui. Donc, et qui te le faisaient bien savoir. Oui, puisqu'en général, tu ne revenais pas. Oui, hein. voilà. Mais si tu veux, il y a des gens comme ça qui ont réalisé des choses extraordinaires. Shackleton, d'autres qui l'ont payé de leur vie, comme le capitaine Scott. Paul, ils sont tous morts. Ils n'ont jamais pu revenir. Donc, pareil avec l'Italia, le commandant Nobile et le dirigeable qui s'est écrasé au pôle. On a nos morts, mais on a aussi nos héros. On a quand même des gens qui ont réussi. D'ailleurs, il faut savoir que Amundsen, par exemple, qui a réussi là où Scott a échoué, est mort en allant essayer de secourir les gens du Nobilé. Donc je veux dire, c'est parce que chez nous, c'est une famille. Et que quand un frangin est dans la merde, on oublie complètement qu'on existe. Moi, ça m'est arrivé des milliers de fois de prendre mon sac à dos et de décoller sur l'heure parce qu'un ami était en difficulté. C'est naturel chez nous. Et en même temps, nous sommes des seigneurs parce que nous faisons vraiment des choses en dehors du commun. Et pas pour se faire valoir, mais parce que c'est là qu'on existe, c'est là qu'on vit. On vit dans l'adrénaline, on vit dans le défi, dans l'exploit. Je ne suis pas allé aux pyramides pour jouer à l'archéologue, ne m'insultez pas. Je suis allé... Donc être archéologue ? Je vais te le dire après. Je suis allé aux pyramides parce qu'il y a un défi à relever, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a un véritable enjeu. Parce que l'enjeu là, c'est que s'il y a un certain nombre, un petit groupe pour l'instant, mais des gens très sérieux, des scientifiques extrêmement sérieux, pensent qu'il pourrait y avoir, c'est quelque chose qui changerait la face du monde. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, chiche. C'est ça. Moi, ça même si notre vie est en jeu. C'est plus fort, c'est comme les joueurs de poker, on ne peut pas, c'est une drogue dure. Il faut absolument qu'on soit dans le défi en permanence. Alors l'archéologue, voilà. Ah non, mais l'archéologue, c'est un sage. Tu ne voulais pas être insulté en étant traité d'archéologue. Oui, non, mais parce que d'abord... C'est une profession tout à fait noble et respectable. Oui, tout à fait. Je ne dis pas le contraire. C'est des besogneux. Mais en quoi c'est une insulte ? Nous ne sommes pas des besogneux. Ah, d'accord. Voilà. Et je vais t'expliquer une chose. Il y a un certain Richard Haggard qui dit « Il y a quelque chose là-bas qui est caché. Va et trouve-le. » Nous, on va chercher. Et une fois qu'on a trouvé, on leur file les clés de la baraque et ils se démerdent. C'est la fameuse phrase de Christophe Colomb. Non, non, ça c'est la mentalité générale des aventuriers. La fameuse, mais c'est dans notre tempérament. Le problème, c'est que même si on ne l'accepte pas au début, on s'imprègne très vite de ça. Et forcément, on le devient. Oui, on ne recule jamais. Et ça nous a tiré les pires emmerdes, à moi comme aux autres. Il y a des moments où il faudrait qu'on recule. Hein. Et alors pourquoi vous reculez pas ? Pourquoi on recule pas ? Mais parce que c'est pas possible. C'est comme si je perdais les bijoux de famille. Ah oui, alors non, ne recule pas, ce serait dommage. Donc les aventuriers... On recule pas, on lâche rien. On est dans une aventure, on va jusqu'au bout. On ne se rend pas. Je t'ai expliqué le problème que j'ai eu dans la jungle brésilienne. On ne se rend pas. Et bien entendu, on a aussi notre côté con. On est têtu ? Ah, très têtu. D'accord. C'est pour ça, la victoire... ça y est, je suis devenue une aventurière, moi. C'est la victoire ou la mort. D'accord. Mais pour nous, lâcher, c'est se perdre. C'est perdre son âme, c'est perdre qui on est. On préfère mourir. Donc jusqu'au boutiste. Ah, complètement. Des puristes. À tous. Et je peux te dire une chose, tu parles de tout ça à mon ami Philippe Esnos, qui est passé encore récemment sur Europe 1. Ils lui ont posé la même question. Il a dit, moi je discute pas, je flingue. Et quand on lui a posé la question, et pour le trésor d'Atahualpa, d'ailleurs sur lequel il est sur le point de mettre la main dessus, 690 tonnes d'or. Hein. Waouh ! Il m'a dit, tu me casses les bras, tu me casses les jambes, je grimpe la colline avec les dents. Ça m'étonne pas, oui. C'est nous. Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Étincelle. Étincelle avec Angélique, médium, astrologue, magnétiseur sur IDFM et angélique.fr. Je t'ai fait une traduction de qu'est-ce que c'est qu'un aventurier. D'accord, donc ça c'est bien... Maintenant, l'archéologue, c'est un garçon extrêmement cultivé, peut-être un peu étroit parce qu'il reste dans les dogmes qui ont été bâtis à l'époque napoléonienne, et que depuis, il existe les photographies satellites, la détection en fausse lumière, les détections thermiques, la thermoluminescence et le radiocarbone. Mais veut vérifier de ses petites mains.
Oui, c'est très simple. Hein. Tu peux construire ta maison toi-même, sans aucune connaissance architecturale, ou faire appel à une entreprise de construction, c'est comme tu veux, tu choisis. Hein. La question est qu'est-ce qui va t'arriver en cours de route. Voilà. Ok, donc ça c'est dit. La différence entre un aventurier, dont tu fais partie, petit groupe très fermé mais très... Non, pas du tout fermé. On cherche la relève. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur les 200 aventuriers qui existent, on doit être plus des 2/3 à avoir dépassé les 50 ans. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, pour te donner une info, pour ceux que ça intéresse, Nord-Sud Institut a mis en place un stage de formation à l'exploration. Formidable. Qui coûte pas très cher, qui coûte dans les 600 € et qui permet aux gens de se tester pour savoir s'ils ont l'âme d'un aventurier, s'ils seraient capables de faire ce métier. Parce que c'est pas du tout un métier marginal, comme je te l'ai dit, c'est un métier où de grandes compagnies font appel à nous pour trouver, chercher. Il faut savoir que le marché de la découverte, le marché des ressources énergétiques, si tu veux, l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on peut encaisser à faire du travail pour ces gens-là, représente à l'heure d'aujourd'hui 91 milliards de dollars annuels. Réécoutez l'interview de notre invité sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Parce qu'on avait parlé des fréquences, par exemple, notamment celles du tumulus de Vratnica, qui sont intéressantes aussi. Tiens, revenons. Fréquence, double fréquence intercalée. Et surtout, c'est le bruit de fond. Le bruit de fond est extraordinaire. Et ce bruit de fond, c'est dommage que la fréquence n'est pas encore complètement validée. Donc, on ne peut pas l'écouter pour l'instant sur l'antenne parce qu'elle est en cours de validation. De validation scientifique. Mais en fait, cette fréquence, et ceux qui l'ont analysée, épurée et nettoyée sont tous convaincus qu'elle est d'ordre artificiel. Et ce qui est extraordinaire, enfin, c'est même complètement fou ce que je vais dire à l'antenne là. Et pourtant, Dieu sait que je suis pragmatique, rationnel et que je me fais violence pour ne pas me laisser embarquer par l'enthousiasme. Vas-y. Mais il semblerait que les deux fréquences intercalées s'intercalent exactement dans le blanc sinusoïdal de la fréquence de la pyramide du Soleil. En clair, elles communiquent entre elles comme un fax ou comme deux ordinateurs en Wi-Fi. Et alors, qu'est-ce qu'elles échangeraient comme information ? On serait tous très intéressés de savoir ce qu'elles se disent. Alors, est-ce que ce seraient des informations qui seraient par rapport aux étoiles, qui seraient par rapport à la Terre, à la grille magnétique terrestre ? On vient de le dire. Pour pouvoir parler de ça, il faudrait déjà savoir ce qu'elles se disent. La seule chose qui est sûre, c'est que le tumulus de Vratnica a deux fréquences. Ces deux fréquences sont émises depuis son sommet. Elles sont toutes les deux parfaitement orientées nord-sud. Il n'y a pas 1 degré, 1 minute d'arc de différence, c'est calé absolu. Elles sont parfaitement similaires, elles sont juste intercalées. Elles ont un demi-temps de décalage entre elles. Et quand on écoute ces deux fréquences non séparées, on entend un bruit de fond, et quand on supprime ces deux fréquences et qu'on arrive à extraire le bruit de fond, alors c'est bien simple, je m'excuse devant les auditeurs. On reste sur le cul. Parce que ce qu'on entend, si ça c'est naturel, appelez-moi Père Dominique du couvent des oiseaux, je deviens moine. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que Semir Osmanagic, parce qu'il est le découvreur de ces pyramides, est en passe de devenir un personnage historique. J'ai le privilège d'être son ami, c'est déjà énorme, et le privilège de pouvoir travailler avec lui sur tout ça, sûr que j'ai fait avancer le schmilblick, comme dirait Coluche, mais la découverte lui revient, car c'est lui qui a senti qu'il y avait un truc là, en 2005. Et je pense que ce qu'il a trouvé, c'est une boîte de Pandore, c'est une porte ouverte sur le monde d'avant, et qui risque de mettre complètement toute l'histoire en question. La vraie question que je pose aujourd'hui aux historiens, aux scientifiques, aux archéologues, et à tous ceux qui nous écoutent, faudra-t-il réécrire l'histoire ? La question est posée. Vous êtes bien sur Radio Anguin, IDFM 98. Vous pouvez toujours laisser vos messages live. La nuit, les étincelles ont trouvé leur radio. IDFM, c'est ce soir avec Angélique au 01 34 12 12 22. Et par internet, idfm98.fr. Étincelle avec Angélique, médium, astrologue, magnétiseur sur IDFM et angélique.fr. Dominique Youngblood,
Nous arrivons au terme de ce magnifique interview qui était vraiment passionnant. De nombreux projets s'ouvrent à vous. Déjà, le PR2, il faut terminer cette expédition et être sûr que ce que l'on a trouvé est bien ce que l'on pense. Et puis des ouvrages encore. Parmi les ouvrages à sortir, il y a Shambhala, qui est un roman d'aventure. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est en fait extrait de carnet d'un aventurier des années 20 qui est supposé avoir recherché et retrouvé l'Agartha et Shambhala et qui nous en fait une description absolument fantastique. Je ne sais pas si c'est vrai, puisque le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller. Mais ça fait partie de mes projets. C'est une magnifique histoire d'aventure avec une histoire aussi d'amour, des intrigues, des complots, puisque ce personnage est en plus dans les années 20 au service des renseignements de l'armée britannique réellement. Je veux dire, c'est pas une histoire romancée, ça c'est sa vraie vie. Ça c'est du vrai, c'est du vrai, c'est du concret, ça c'est des faits réels. Et il a eu d'abord à régler pas mal de problèmes dans le pays. Il faut savoir que par exemple, il a lutté contre un ennemi féroce pour lui qui est devenu un ennemi intime puis un ami intime qui était Saphir Elikbir qui était baptisé en Inde à cette époque-là le prince des brigands et il faut savoir que c'est un ancien Maharaja déchu par l'Empire britannique surtout son père. Donc c'est déjà tout un poème. Non mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'un romancier italien a repris son histoire bien après Wesley sans connaître Wesley et en a fait un roman, puis une série télévisée énorme. Sandokan ? Exactement. Sandokan. Trop doué. Exactement. Sandokan, c'est l'adaptation de la vie de Saphir Elikbir. Et en plus, après, comme c'était un gars qui était passionné, je parle là d'Andrew Wesley, ce fameux major, était passionné de l'histoire ancienne du monde. Il est devenu quelqu'un de très érudit. Il a été aidé par les autorités religieuses non seulement d'Inde, mais aussi du Tibet, et a quitté l'armée pour se lancer dans cette aventure. Et c'est une aventure qui finit tragiquement, mais le témoignage de ce qu'il a amené était tellement poignant, était tellement fantastique que j'ai trouvé légitime de retranscrire sa vie en roman, d'autant plus qu'il avait connu de son vivant toute une série de personnages historiques dont les deux vice-rois qui ont géré l'Empire sur sa fin, et Gandhi, entre autres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ce bouquin va sortir au mois d'octobre. Voilà, donc on peut participer à votre effort d'expédition en s'offrant votre ouvrage Pyramide de Bosnie, qui va sortir au mois de novembre, votre expédition au mois d'avril. On a hâte, vous viendrez nous voir pour nous parler de J'espère qu'on aura les réponses définitives à nos questions, ce serait extraordinaire. Voilà, je pense qu'il y en a pour, à mon avis, quelques années. Non, parce que si les éléments qu'on a de l'EPR1 se valident aujourd'hui, je dirais que l'EPR2 ne sera que des clous enfoncés, c'est-à-dire que nous aurons simplement de la matière pour venir appuyer ce que l'ensemble des recherches confirme déjà. Eh bien, Dominique Youngblood, un des aventuriers de l'ancienne garde, eh bien, les auditeurs d'IDFM Radio Anguin vous remercient. Moi, en tant qu'animatrice d'émission Étincelle, je suis éblouie parce que vous nous avez fait un littéral feu d'artifice ce soir. Merci beaucoup, Dominique Youngblood. Merci. Au revoir. Réécoutez l'interview de notre invité sur angélique.fr et sur idfm98.fr. Étincelle sur IDFM 98, antenne libre avec Angélique. Donne-nous ton avis, compose le 01 34 12 12 22, appel non surtaxé.